Bonsoir à tous et bienvenue à un nouveau Mentors Life Talk. Je suis très content aujourd'hui. On échappe un petit peu à la règle puisqu'on a l'habitude de faire le Mentors Life Talk chaque dimanche soir à 21h. Il est vendredi 19 mars, 21h, pile heure de Tunis, heure de Paris. Je suis honoré de vous recevoir tous et bien évidemment, je vous sollicite de poser des questions, d'interagir, de commenter et de partager en masse cette vidéo live, un live talk avec un grand du monde de la PNL, de la formation, du coaching. Moi, je le suivais depuis des années avec ses interventions, ses vidéos, sa chaîne YouTube, son site web et toutes les activités qu'il est en train de partager avec les apprenants un petit peu partout dans le monde. J'ai l'honneur de recevoir Paul Pironnet. Paul, bonsoir et bienvenue. Eh bien, bonsoir à tous et bonsoir à toi en particulier, Fares. Et puis bonsoir aussi à la Tunisie, à toutes ces personnes qui te suivent. Et encore une fois, félicitations pour ce beau travail que tu proposes de diffuser, de mettre en avant comme ça différentes personnalités autour du développement personnel. Voilà, ça me touche beaucoup. Donc, je suis très, très heureux, très honoré d'être Et avec toi ce soir. Et l'honneur est à moi. Je te remercie énormément. J'étais surpris et content, excité de t'avoir en tant qu'invité parce que tu fais partie des personnalités qui sont en train de développer le monde du développement personnel. Et ça, c'est pas venu par hasard. Tu as fait un parcours extraordinaire. Tu as commencé ce monde-là dans les années 90. Et pour ne pas faire une présentation classique, Paul Pironnet, moi, je souhaiterais commencer par le commencement parce que ce soir, on va parler de comment se réinventer chaque jour, surtout dans cette période de crise, de déception, de dépression. La France referme encore une fois. Les gens sont en train de s'échapper vers la province actuellement, puisque l'Île-de-France en couvre-feu et en confinement, au reconfinement. Mm. Ici aussi, on est en couvre-feu à partir de 22 heures. Donc, c'est un peu le chaos dans le monde et il y a des gens qui essayent de faire des choses. Avant de partir vers comment se réinventer, moi, je souhaiterais connaître un petit peu plus Paul Pironnet, qui est ce personnage qui se cache derrière le coach formateur connu sur le plan international. Alors, avant la fonction, on va dire, d'enseignement autour de la PNL notamment, moi, je suis d'abord un homme qui est passionné par le monde du développement humain. Mhm. Ça fait maintenant un peu plus de 30 ans que je forme et accompagne des dizaines, voire aujourd'hui même des centaines de personnes par an. Et en fait, à l'origine, je suis quelqu'un qui a toujours été passionné par la vie, qui a été confronté aussi à des difficultés. J'ai une particularité, c'est que je suis né dans une communauté Mhm. sur les plateaux du Larzac, on est dans le sud de la France, et qui a été fondée par un homme qui s'appelle Lanza Del Vasto. Alors, ça ne dira peut-être pas grand-chose aux gens, mais sachez que c'est une personne qui a vécu avec pendant 2 ans euh, avec Gandhi pendant la libération de l'Inde et qui est revenu en France et qui était un des pionniers, des grands initiateurs des mouvements non violents. Mhm. Et parfois, puis il y avait des aberrations, notamment avec la guerre d'Algérie, plein d'autres choses. Et en fait, mes parents l'ont rencontré et puis on fait partie des premières personnes qui ont créé, fondé une communauté. Et pourquoi j'en parle? Parce que c'est quelque chose qui a, je pense, beaucoup influencé ma vie. Et au moins pour deux raisons. La première, c'est le fait de vivre en communauté, ça ouvre à une immense diversité. Et ça, c'est une chose qui, plus tard, je m'en suis rendu compte, est devenue très, très importante dans ma vie. L'ouverture à l'autre, mais aussi l'ouverture à la différence. Et pas seulement la différence des hommes, mais aussi les différences de situation. C'est-à-dire, on va le voir et on en parlera sans doute, notamment par rapport aux situations compliquées qu'on peut rencontrer dans une vie. Et justement, de sortir d'un positionnement basé sur la fuite ou sur l'attaque, mais au contraire, être dans de la co-construction avec des situations qu'on peut parfois trouver injustes, difficiles, compliquées. Donc ça, c'est un premier élément, cette ouverture à la différence qui a beaucoup marqué et influencé, je pense, ma vie. Et puis, il y a une deuxième chose qui a été très, très importante aussi, qui est arrivée en conscience un peu plus tard, mais qui a pris racine dès mon enfance, c'est que vivant en communauté, je me suis très vite retrouvé entouré de personnes qui avaient fait des vrais choix de vie. C'est-à-dire Mhm. parfois des personnes qui avaient quitté des fonctions, des postes, des situations de vie particulièrement confortables pour, au fond, répondre à un appel du cœur, à quelque chose qui les animait profondément. Et du coup, cette double notion d'ouverture à la différence,
que j'ai beaucoup appris à travers la communication, on va en parler, mais surtout cette notion de vivre en cohérence avec ce qui bat dans notre cœur, ce qui bat dans notre sensibilité profonde, et d'adapter en quelque sorte, ou voire même de réadapter ou reconstruire notre vie en phase avec ses aspirations. Je parle de vie de couple, de vie de famille, de vie sociale, de vie professionnelle. Tu vois, cette adéquation qu'il y a entre ce que je suis, ce que je fais et ce vers quoi je veux tendre, et plus largement ce à quoi j'ai envie de contribuer dans ce monde, ça, c'est des dimensions, si tu veux, qui ont très fortement marqué à la fois mon enfance et qui, de fait, ont beaucoup influencé la couleur, en quelque sorte, la sensibilité de ma vie au cours de ma carrière. En fait. Voilà, donc je dirais que c'est deux notions qui sont très importantes pour moi, qui sont des valeurs fondamentales, cette notion d'ouverture, d'accueil de la différence, et en même temps, le fait de s'harmoniser un peu plus dans la profondeur de son être pour se réorganiser une vie qui soit en phase avec ce que nous sommes et surtout ce qu'on a envie de partager dans le monde. Je constate qu'il y a des prédispositions naturelles, il y a un environnement favorable pour développer l'empathie, qui est l'un des talents, des compétences des coachs formateurs, mais je souhaiterais comprendre comment tu as atterri dans le monde du développement personnel. Quand est-ce que tu as entendu parler du mot personal development ou développement personnel? Alors écoute, ça remonte, à l'époque j'étais à l'armée. Hmm. J'étais au service des sports parce que j'ai fait beaucoup de choses autour du secourisme et puis après, je me suis spécialisé en sauvetage en mer et je suis allé à l'armée assez tard et j'étais donc maître nageur et à ce moment-là, j'ai eu l'occasion de quitter 15 jours l'armée, on avait le droit de quitter un peu et j'ai fait mon premier séminaire de développement personnel. Et à ce moment-là, j'ai découvert en fait la dimension humaine dans une dimension que je n'imaginais pas. Moi, j'étais à l'époque à la course à la performance et de fait dans une insécurité intérieure que je ne reconnaissais pas, mais qui était liée au fait que je me sentais toujours un peu dévalorisé, beaucoup en comparaison avec le monde environnant, et je m'évaluais beaucoup plus à travers les résultats que je cherchais à obtenir. Et j'ai d'ailleurs eu beaucoup de résultats parce que j'étais très en mode performeur, tu vois. Et je pense que si j'avais continué, d'ailleurs, j'aurais pu en mourir. Hein, j'allais toujours de plus en plus loin. Je me suis spécialisé dans toutes les situations d'urgence extrêmes, dans le sauvetage en mer, et bref, spécialisé en côte d'Anjou. Enfin, j'allais toujours de plus en plus loin. Et à un moment donné, j'ai réalisé, si tu veux, que d'abord, je n'existais qu'à travers l'idée d'aller sauver les autres. Et donc, je n'existais pas moi par différence. Et l'ouverture au développement personnel est née d'un premier séminaire où tout d'un coup, j'ai compris cette différence qu'il y a entre réussir sa vie à travers un mode fonctionnel, je fais des choses en vue d'avoir des choses et ma réussite se mesure au niveau de mon statut social, de ma belle voiture, de mes diplômes et au fond ce que je fais. Et puis cette autre dimension qui est de réussir sa vie à partir de ce que l'on est. Et si tu veux, de remettre de la valeur. Moi, j'évaluais beaucoup les gens en fonction de leur statut social. Tu vois, c'était plus fort que moi. Et moi-même, je me sentais toujours en comparaison avec les autres, jusqu'au moment où j'ai appris à m'aimer pour l'autre dimension, qui est une dimension beaucoup plus de sensibilité, de présence, d'ouverture à l'autre, et finalement de découvrir derrière tout ça en fait, je ne suis pas mes résultats, je ne suis pas mes réussites ou mes échecs, je suis beaucoup plus que ça. Je suis un être qui a un potentiel de fou, et qu'à partir du moment où je décide de travailler dans un domaine ou dans un autre, eh bien, en fait, tout devient possible, pour autant qu'on y mette l'énergie, le temps, l'argent, etc. Et ça a été une révolution, parce que tout d'un coup, j'ai ouvert un champ vraiment de croissance axé sur la personne. Et du coup, j'ai commencé à m'ouvrir au développement personnel. À l'époque, on parlait plus de thérapie, donc j'ai touché à plein de choses. J'ai commencé dans le monde du physique, j'ai fait beaucoup de bioénergie, j'ai fait de la gestalt thérapie, j'ai fait. C'est à l'époque aussi que j'ai découvert l'énéagramme. À l'époque, je m'étais lancé dans un cycle. Je faisais du chamanisme, des choses comme ça. Donc, j'ai touché à plein de choses jusqu'au moment où j'ai redécouvert la PNL après l'analyse fractionnelle, tout ça que j'ai utilisé dans d'ailleurs mes premières années d'activité comme formateur. Et puis après la PNL, j'ai fait venir Alain Quérol, qui était pour moi un de mes mentors à l'époque, que j'honore toujours autant d'ailleurs, à la fois par l'amitié que je lui porte et par tout ce qu'il m'a apporté. Et j'ai décidé de monter un groupe à Grenoble. Et c'est comme ça qu'en fait l'aventure école de PNL a démarré. On est en 90 là. Oui. Et puis peu à peu, voilà, dans le sillage d'Alain Carole, j'ai pris ma place. À l'époque, j'étais beaucoup dans le monde des organisations. J'ai plus de 15 000 heures d'intervention dans des grosses organisations. Et voilà, la dimension à la fois de la performance, la qualité que j'accompagnais dans les entreprises, et en même temps de cette dimension humaine, m'a amené à ce croisement qu'il y a entre l'évolution de soi et l'évolution des autres, parce que je suis autant passionné par le développement individuel que collectif.
Justement, Paul, ça c'est un petit peu l'opportunité que tu as vécue, mais si on se focalise sur les entreprises, toi tu es coach d'entreprise, on est là pour la performance, pour le résultat, pour réaliser des objectifs, les gens sont sous stress. Est-ce Oui. qu'on pourrait créer cet équilibre entre performance et bien-être dans un environnement concurrentiel? Alors oui, et dans ce cas, alors évidemment la réponse est oui. En même temps, ce qui est toujours important, c'est pour moi d'identifier le niveau de conscience que je vais avoir. Je prends un exemple. Dans des entreprises, on n'est pas forcément conscient de la dimension humaine. Donc, on Mhm. veut faire de la performance, et auquel cas, nous, ce qu'on va vendre, en gros, c'est de la performance. Mais on sait très bien que la performance, elle est en très grande partie liée à des éléments qui sont d'ordre émotionnel. En d'autres termes, si tu es bon en radio, c'est que tu es passionné par ça. Si tu Ouais. es très bon en coaching, et on en parlait en aparté, que tu adores le coaching, tu es un formateur exceptionnel, et tu es devenu un formateur exceptionnel parce que tu es animé de quelque chose. Donc, nous, c'est ça, être c'est l'âme, en fait, retrouver cette cohérence qu'il y a entre ce qui fait vibrer mon cœur et la fonction. Et tout ça dans un ensemble d'éléments qui vont favoriser la performance. Donc, nous, on sait, parce que c'est notre métier, que la performance, c'est la conséquence d'un ensemble d'éléments, tu vois. Et dans ces éléments, il y a une place immense. Tu vois, je parlais encore ce matin avec des gens que je prépare dans le métier de conférencier. Je leur disais, vous savez, vous pouvez préparer votre conférence. C'est très important de préparer le contenu de votre conférence. Mais le plus important, ça va être aussi de préparer le conférencier. Mhm. Et c'est là que la dimension, tu vois, neuro-émotionnelle, avec tout ce qu'on peut trouver dans les outils, il y en a plein de marché, la PNL en tête pour moi, eh bien, vont favoriser cette dimension. Et quand on est dans le monde du sport ou des organisations, en face de nous, on n'a pas forcément cette sensibilité-là. Et d'ailleurs, on va se rendre compte que moins la sensibilité est connue, plus il va se passer ce qui se passait pour moi d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a cette quête de performance parce qu'on existe, non pas, on ne va pas mettre de la valeur dans la dimension humaine, on va mettre de la valeur dans la performance. Ouais. Malheureusement, à tirer fort sur la performance, on finit par tuer en quelque sorte la dimension émotionnelle sous-jacente humaine. Et c'est comme ça qu'on finit par perdre sa vie à vouloir la gagner. Qu'on le fasse individuellement ou collectivement, c'est la même histoire. Et dans le monde du sport, c'est un peu la même chose. Quand on intervient dans le monde du sport, tu vois, je pars à Dubaï dimanche pour accompagner des grands joueurs dans le monde du foot, et ils me disent, c'est incroyable, Polo, on paye des millions, des gars qui sont autour de moi, on les paye des millions, c'est des sportifs Au je sais, niveau. de très haut niveau, hein, c'est des salaires à plus de 6 millions par an, etc. Ouais. Et ils me disent, c'est incroyable, Polo, on est dans le sport où il y a le plus d'argent, dans lequel il y a une performance de dingue, et il n'y a rien qui est fait sur le plan mental, ou très peu, et encore moins sur le plan de la cohésion d'équipe. Et alors, c'est pour ça qu'on me sollicite d'ailleurs. Et aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'on commence à prendre en compte dans des entreprises, dans le milieu, etc., cette dimension-là. Moi, quand je regarde une équipe de joueurs, j'ai accompagné un certain nombre de personnes individuellement et collectivement, ben, c'est très simple. Quand il y en a un qui fait une erreur de jeu, il suffit de regarder comment les autres regardent la personne qui a fait une erreur. Est-ce qu'elle est soutenante ou est-ce qu'elle est dévalorisante? Et ça me donne énormément d'informations sur la qualité des interactions. Et Ouais. par conséquent, parce qu'on sait que c'est la qualité des interactions, la structure de communication est directement en lien avec la révélation du potentiel d'une personne ou d'un collectif. C'est-à-dire que, et tous ceux qui nous écoutent vont faire facilement la démonstration, quand vous êtes en manque de confiance, de courage, etc., si on va voir en arrière-plan, c'est qu'il y a une communication, une structure de communication qui éveille ces sentiments dévalorisants, etc. Et donc, nous, on va devoir transformer tout ce potentiel interne en amenant les gens à mieux comprendre comment cette superbe biomachine, cerveau, cœur, comportement, fonctionne. Et on va le faire individuellement et collectivement. Et c'est là que la dimension de la richesse humaine va tout d'un coup apparaître, être prise en compte. Et quand elle est prise en compte parce qu'elle est mesurable, et bien, du coup, les gens investissent temps, énergie, argent pour justement prendre en compte ces dimensions. C'est très intéressant. Je vais revenir à un point que tu as mentionné qui est très intéressant, le fait de juger les autres, hein, les jugements, les préjugés, ça c'est humain, c'est naturel. Même les coachs Le font. jugent parfois les autres parce que on ne peut pas y échapper. Euh, Tout le travail que tu as fait sur toi-même, euh, c'est un travail de purification pour pouvoir gérer ce qui se passe
pour être plus conscient de ton environnement parce que ce qui se passe actuellement est très délicat. On est dans des phases de changement très rapides, dans le doute, dans l'agressivité, dans la peur aussi, la crainte de la mort de ce virus Covid-19. Comment tu as vécu le Covid-19 lorsque tu as entendu parler de cette catastrophe mondiale pour la première fois? Alors, d'une manière générale, mais bon, moi, je suis un peu entraîné, si tu veux. Ça fait des années que je suis dans le développement personnel. Oui. Et pour moi, une crise, ce qui est très clair dans ma tête, c'est qu'une crise, elle est là pour nous faire grandir. Mhm. Quand tu décides d'aller à la salle de sport, tu te confrontes volontairement à des contraintes. Oui. Et on fait tout ça. On est en train de courir, on voit un escalier de 150 marches et on se dit, waouh, on va le monter en courant. Ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va se confronter à une difficulté parce qu'on sait qu'à travers la confrontation de cette difficulté, on va développer un potentiel. Mhm. En l'occurrence, ce sera un potentiel physique ou cardiaque. Et à force de le faire, on va le faire de mieux en mieux. Eh bien, c'est la même chose. Toute crise, et on en a eu depuis notre plus tendre enfance, ça a commencé dans le ventre de maman. Au bout de 9 mois, il y a eu à un moment donné des contractions, c'est-à-dire que l'environnement est venu nous contracter en quelque sorte pour nous amener à traverser une des crises qui a été les plus violentes de notre vie. Puisqu'aujourd'hui, on ne supporterait pas la crise même d'un bébé qui a à la naissance. Et puis, ces crises, on en a eu plein d'autres, parce qu'il a fallu apprendre à marcher, on est tombé 2000 fois. Oui. C'est incroyable. Donc, il y a des éléments qui ont fait qu'on se soit relevé. Au-delà de la nature, on va le voir après, il y a des éléments psychologiques qu'on va retrouver dans tout phénomène de rebondissement. Mais après, il y a eu la crise enfant. Tous les 7 ans, on s'est fait une bonne petite crise, adolescente, etc. Et la crise, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre qu'un décalage que la vie nous amène pour nous faire grandir. Ce qui veut dire que les crises elles vont révéler des leaders. Et il y a 2 types de leadership. Soit c'est un leadership dominant, c'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai peur et je cherche à prendre le contrôle. Et là, on va voir qu'il y a plein d'alertes rouges qui vont sortir, j'y reviendrai après. Soit, et c'est l'évolution personnelle qui va permettre ça parce que c'est contre-intuitif, on va sortir, si tu veux, d'une posture naturellement engrammée en nous, qui est une posture de victime, qu'on avait tous enfants, parce que maman était là pour nous donner à manger, nous donner un cadre pour grandir, et que parfois, on a eu du mal à transformer. Donc, on est toujours en train de subir, ça veut dire être en attente d'un environnement qui voudrait prendre en compte nos besoins, etc. Et quand l'environnement répond, ben, on est heureux. Quand il ne répond pas, on n'est pas heureux. Je veux dire par là que si je suis viré de mon entreprise, eh ben, je vis une crise. Ouais. Et en fait, le pire, on va le voir, c'est qu'il y a des alertes qui nous tirent vers le bas, que j'ai appris à identifier. On pourra en parler si ça t'intéresse. Oui, Et bien qu'il sûr. est très important d'identifier pour pouvoir transformer. Et quand on apprend à transformer, parce que c'est exactement comme si vous apprenez à conduire une voiture, il faut d'abord apprendre à maîtriser la voiture, volant, levier de vitesse, clignotant, etc. Et puis après, on va apprendre à piloter cette voiture sur la glace. Mais si vous n'avez jamais appris à piloter une voiture sur la glace, vous allez naturellement faire ce qui est contre-productif. Vous allez commencer par regarder l'alarme que vous voulez éviter, vous allez freiner alors qu'il faut justement… Voilà. Ne pas freiner, Il y a oui. plein de choses qui vont se dérégler. Et il faut savoir que la neurophysiologie se dérègle exactement de la même façon qu'une voiture qui est pilotée par quelqu'un qui ne sait pas conduire. Et c'est en apprenant à conduire qu'on va gérer des paramètres. De plus en plus, au début, c'est conscient, puis après, on va gérer des automatismes. Alors, pour revenir à la crise, j'ai eu la chance, moi, d'être un petit peu entraîné face à la crise. Ce qui veut dire que la manière dont je l'ai vécu, je fais partie quand même des gens qui ont cette chance d'avoir été, en plus, d'avoir anticipé, notamment sur tout le travail sur Internet, puisque j'ai eu des gros changements. Moi, je suis toujours en formation. Je m'investis énormément dans des masterminds. C'est des dizaines de milliers d'euros par an que j'investis sur mon propre développement, toujours. Ouais. Après, ça fait bientôt 35 ans que je suis dans le métier. Et c'est toujours important parce que ça me permet de grandir et de grandir avec l'environnement. Il y a une chose que j'ai bien compris, c'est que au-delà du développement intérieur, on ne peut pas grandir véritablement sans aimer l'environnement dans lequel nous sommes, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre. Et c'est justement dans cette dimension de collaboration, de co-construction avec les événements qu'on rencontre, qu'on tire le mieux son épingle du jeu. La meilleure façon d'échouer, c'est de créer un écart entre nous et l'environnement. Je vois. Parce que cette communication n'est plus positive, et du coup, elle va nous isoler, elle va nous amener dans de la dévalorisation de soi ou des autres, et c'est le piège le plus grand. Et malheureusement, c'est intrinsèquement naturel de faire ça. Ce n'est pas naturel, quand on est face à de la divergence de point de vue, de commencer par écouter le point de vue de l'autre.
Ça demande de l'entraînement, surtout si émotionnellement, on n'est pas du tout d'accord avec ce qu'il raconte. Naturellement, on va réagir en disant mais non, mais si, mais non, je te dis que c'est pas ça, mais si, c'est ça. Bref, tu vois. Donc, il y a tout un ensemble d'habitudes à générer. Moi, j'ai quelques alertes comme ça que j'appelle des voyants rouges et des voyants verts qui m'aident à piloter ma vie, qui sont assez simples et qui sont pour moi les marqueurs des changements les plus importants entre subir une crise et grandir avec la crise. On peut en parler si ça t'intéresse. Et ce qui m'intéresse encore plus, tu n'es pas seul, tu as un environnement assez diversifié, tu as une équipe. Oui. Bon, tu pourrais faire de l'effort sur le plan personnel, mais comment protéger cette équipe dans cette crise-là? Parce que probablement, ils ne sont pas aussi développés sur le plan personnel comme toi. Alors oui, mais là, on rentre dans la dimension du management. Ouais. Je suis un leader d'entreprise, ça veut dire que je suis aussi garant des personnes avec lesquelles j'avance. Et une équipe, ça se construit avec le temps. Et si on revient sur ces alertes rouges et vertes, eh bien, je vais les appliquer à moi-même, mais aussi avec mon environnement. Et une des premières choses, je vais revenir dessus parce que ça va être très clarifiant probablement pour les gens qui nous écoutent. La première alerte, soit rouge, soit verte. Hein. Alors, rouge, c'est quand ça sonne en bas. Et c'est jamais grave. Ce qui est grave, c'est de rester avec l'alerte. C'est comme un voyant d'huile qui s'allume. Le problème, c'est pas grave. Si on le prend tout de suite, on s'arrête, on met de l'huile et c'est reparti. Par contre, si on ne prend pas en compte le voyant rouge, il y a un deuxième voyant qui va s'allumer, puis un troisième. Je vais te faire part des trois voyants qui Ouais. sont pour moi les voyants rouges. Puis après, on ira chercher l'opposé. Le premier voyant que j'entends, et je suis le premier à être là-dedans aussi, c'est la critique. C'est le rejet de la responsabilité sur l'environnement. Ah oui, mais c'est pas moi, c'est l'autre. Et parfois, j'ai raison, c'est-à-dire que c'est réellement l'autre. Je veux dire, s'il y a une grève des trains et que je ne peux pas monter à Paris, ben, je n'ai pas la main là-dessus. Par contre, j'ai la main sur la manière dont je décide de réagir face à Mhm. l'environnement. Tu vois, ça m'est arrivé encore il n'y a pas très longtemps, je me souviens au début du Covid. Moi, je n'avais pas du tout comme la plupart d'entre nous, hein, on n'avait pas l'habitude de mettre un masque. Et Bien moi, sûr. ça me saoulait cette histoire de masque. Et à un moment donné, je vais dans une grande surface qui s'appelle Carrefour, près de chez moi. Mhm. J'arrive sur le et puis je fais la queue. Et là, je veux rentrer dans le magasin. Je m'aperçois qu'à l'extérieur, il y a une très longue queue. Mais c'est-à-dire qu'il y avait 50 personnes, quoi. Et au début, je me rapproche et je vois 50 personnes avec un masque, les uns derrière les autres, à peu près à 1 mètre de distance. Et je me dis, mais c'est quoi ce truc-là? Du coup, je me dis, ah non, non, c'est juste pas possible pour moi. Et je reviens dans ma voiture et je décide de partir en me disant, c'est pas grave, je ferai pas de course. Et je fais à peu près 800 mètres. Et là, il y a un rond-point. Et avant d'arriver au rond-point, je me dis, Paul, qu'est-ce que ça t'apprend cette situation? Et qui est le patron, en fait? Qui c'est qui décide de la manière dont tu vas réagir? Et tout d'un coup, je prends conscience que je suis dans le rejet de la responsabilité, en ce sens que il y a une contrainte. Et je dis, et si tu accueillais réellement cette contrainte, tu vois, au lieu de critiquer la situation, qu'est-ce que tu Ouais. pourrais... Et là, je décide de faire un 360 autour de mon rond-point, de revenir, de remettre mon masque, d'aller faire la queue, et là, de remobiliser mon cerveau autrement, en me disant, Polo, d'abord, tu vas bénir, parce que toi, tu fais la queue, mais il y a peut-être des millions de gens qui aimeraient rentrer dans ce magasin, tu vois, pour manger en ce moment. Et puis tu vas commencer à dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a de beau là autour de toi? Et maintenant, ce masque, même si tu ne l'aimes pas, comment tu pourrais apprécier ce moment-là? Commence déjà par respirer avec le nez, si tu peux. Voilà. Et en fait, j'ai complètement changé ça. Et c'est ça que je trouve de puissant, c'est sortir, tu vois, reprendre sa responsabilité à l'égard des événements. Au lieu d'être dans la critique, repasser dans l'accueil et la valorisation des situations. Et du coup, de développer cette espèce de conscience, et ça, c'est un muscle qui se travaille, que quelles que soient les situations, si je reprends la main sur la situation, ça veut dire qu'il y a un écart énorme. C'est à la fois très, très fin entre la situation et la réaction qu'on a. Soit il n'y a pas d'espace, et dans quel cas je suis en XY, tu vois, soit Oui. il y a un espace qui peut être immense, qui est le choix de la manière dont je vais réagir, quelle que soit la situation. Et là, de reprendre la main là-dessus et de découvrir que je suis vraiment acteur de ma vie, en fait. Et ça, c'est dans des petites choses comme ça, pour moi, que la crise m'aide, tu vois. Parce que tout entraîné que j'étais, je me suis surpris à être dans un mode de rejet, un mode de dévalorisation, et du coup de perdre de pouvoir sur moi-même. Et le fait de retourner cette situation, eh bien, ça m'a éduqué à ce moment-là. Et c'est ça que j'aime dans la vie, dans l'évolution personnelle, c'est que c'est jamais fini. C'est jamais fini. Et toutes les situations qui arrivent sont au fond des salles d'entraînement.
Oui, Et voilà. Et quand on est dans le bureau pour répondre à ta question concernant mon équipe, ben on a tous des problèmes. Moi, je suis un entrepreneur, j'ai toujours des problèmes, comme toi, tu as des problèmes. Il y oui, aura toujours des contraintes. On peut faire tout le développement personnel qu'on aura. Et surtout si on est un entrepreneur, pourquoi? Parce qu'on s'entraîne à aller justement affronter des situations. Quand on a décidé de sortir de sa zone de confort pour grandir, pour évoluer, que ce soit parce qu'on décide de faire de l'immobilier, de faire une formation, d'entreprendre un nouveau métier, on va se confronter par nature à des situations qu'on n'a pas décidé, enfin, voilà, pour lesquelles on n'est pas entraîné. Et oui. donc, il va falloir accepter de grandir. Et c'est ça la beauté, pour moi, de l'évolution. Et ce qui devient plus important n'est pas la gare d'arrivée, mais tu vois, ce processus-là Le de voyage. le voyage. Oui. Mounira, qui est coach, elle dit, en crise, il paraît que Paul s'est réinventé par la co-construction, par la co-création avec la communauté. Il s'est réinventé par sa passion. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est que la passion, c'est un des moteurs. C'est un des moteurs. Il y a plusieurs moteurs, pour moi, qui sont très importants. C'est déjà fondamentalement ce que je crois sur la vie. Moi, il y a quelque chose qui est devenu extrêmement transformant pour moi, c'est de considérer à quel point je suis aimé de la vie. Hmm. Aimer de la vie, c'est accepter l'idée que même quand j'ai des contraintes qui arrivent, c'est juste des cadeaux. Et je reconnais que parfois les cadeaux sont très mal emballés. Parce qu'ils n'ont surtout pas. Voilà. Mais je me dis, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que la vie est en train de m'enseigner? Ouais, Pour moi, la vie est enseignante en permanence. Et je pense qu'une des ressources les plus grandes qui puisse se passer chez un être humain, c'est de faire de toute situation une situation d'apprentissage. On peut échouer et tirer des enseignements qui vont être le germe d'un succès beaucoup plus grand, quels que soient les domaines de vie, personnel, social, familial, couple, argent, etc. Et j'ai tellement vu de transformation. Et on peut aussi apprendre des réussites en identifiant là-dedans qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qui a été positif, qu'est-ce qu'on peut renforcer. Et ce que je trouve toujours important, c'est cette notion d'apprentissage. Et cette notion d'apprentissage, elle va passer par la qualité de la relation que j'ai avec l'événement. On peut ne pas être d'accord, parce qu'on est voisins, Fares, et on n'est pas d'accord sur la manière de ranger les poubelles, tu vois. oui. Mais le seul moyen de s'écouter et de s'entendre, ça va être de communiquer. Et ça s'apprend, la communication. Malheureusement, il y a des choses qui ne sont pas innées. Ça s'apprend. Et pour communiquer, sur quoi on va communiquer? On va communiquer sur l'écoute. Et l'écoute, c'est deux mondes. Soit des frustrations qu'on va avoir. Et la magie des frustrations, c'est qu'il se cache derrière toute frustration le germe d'une satisfaction plus élevée, d'une valeur, quelque chose auquel on donne de la valeur. Et si je sais t'écouter non seulement sur la frustration pour aller détecter la valeur qui est importante à tes yeux, alors on va commencer par communiquer différemment parce que je vais être à l'écoute de ce qui est vraiment important à tes yeux. Et puis du coup, je serai aussi peut-être davantage à l'écoute de ce qui est important. Et là, on est dans les prémices d'un changement qui peut devenir extrêmement puissant. On le voit dans le collectif, ça va être d'ailleurs le point le plus important, c'est le fait de se retrouver sur des valeurs qu'on partage. Oui. Ensuite, on va monter des visions. Enfin bon, il y a tout un ensemble, c'est un métier aussi tout ça. Et c'est comme une mécanique, un être humain, et les lois de la croissance, elles sont pas plus compliquées que les lois de l'échec. Il faut juste décider de les apprendre. On peut apprendre la musique, apprendre la radio, apprendre à être un bon médecin, un bon dentiste, un bon boulanger. Tous les métiers, tous les métiers font appel à un moment donné à de l'expertise. Donc, il y a des choses qu'on peut apprendre intuitivement, et puis il y a des choses qu'on peut apprendre parce qu'on décide de les apprendre. Et la chose la plus incroyable auquel je crois qu'on puisse profiter dans la vie, c'est les apprentissages. Mm, mm. Certainement. Bon, il y a des gens qui posent des questions d'un petit peu partout. Il y a Monje qui est coach professionnel. Elle dit comment vois-tu le coaching après Covid? Alors, le Covid, ça nous a. Moi, ça me montre deux choses vraiment importantes. Pour moi, c'est une opportunité énorme, évidemment, avec ma façon de penser, je ne vais pas vous dire le contraire, qui à la fois peut générer évidemment beaucoup de souffrance et qui va générer énormément de transformation. Sauf que tout le monde n'est pas à la même enseigne dans ce domaine. Ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des courbes comme ça de croissance. Donc, au début, les gens encaissent. Nous, on a la chance en France d'être dans un pays où on est extrêmement pris en charge. C'est l'endroit où on paye le plus de taxes en France. N'importe quel Ouais, pays du monde, on paye moins de taxes. Voilà. ouais, Par contre, c'est le pays dans lequel on a été le plus couvert. Et rien que pour ça, moi, j'honore ce pays. Et enfin, quel que soit l'endroit où on est, de toute façon, il y a des avantages et des inconvénients. Et la force du Covid, c'est que ça a élevé plusieurs choses. D'abord, jamais autant de personnes se sont ramenées sur eux-mêmes.
Mhm. en famille, se sont donc posé des questions qui ne se posaient pas jusqu'alors. Et moi, j'ai vu une croissance phénoménale de demandes, justement, pour nous, de sollicitations, parce que les gens se posaient des questions qui ne se posaient pas jusqu'alors. Ensuite, la deuxième chose qui va se passer, c'est que, au-delà de cette accélération en termes de prise de conscience, de ce que je veux faire de ma vie, de la cohérence que j'ai envie de lui apporter, il y a une deuxième chose qui se produit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver avec des vrais problèmes dans les mois et les années qui viennent. Donc, par rapport à la question du coaching, on va avoir besoin de milliers, voire de millions de personnes pour aider les gens à faire face Mhm. sur plein de choses. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que tout évolue, tout devient de plus en plus fin, quels que soient les domaines. Ce qui veut dire qu'on a tout un champ de l'éducation qui est en train de se transformer. Avant, on allait se former, on avait une forme de connaissance descendante, on allait voir des experts, etc., dont je fais partie, par exemple. Mais aujourd'hui, le monde de l'éducation est en train de s'élargir, où on va plutôt aller chercher de l'expérience. Ce qui va m'intéresser, Fares, c'est que tu me parles de ta transformation de vie. Oui. Et je vais avoir envie d'être connecté à toi, et je vais apprendre, non pas parce que tu vas m'enseigner des choses, mais parce que tu vas me partager une expérience. Et aujourd'hui, il y a énormément d'expériences qui méritent d'être partagées à d'autres personnes. Donc, les gens qui sont dans des phases de transformation, qui décident aujourd'hui d'investir sur leur développement, vont avoir la bonne surprise de découvrir en eux d'abord des potentiels qu'ils n'imaginent pas, parce que c'est incroyable le potentiel que peut Oui. révéler un être humain. Et en plus de ça, ils vont se rendre compte à quel point il y a un nombre important de personnes qui pourraient profiter de leur talent, de leur sensibilité, de leur expérience. Et du coup, je crois, pour répondre à la question du coaching, que du coup, il y a une demande qui va être phénoménale dans les mois qui vont venir. Il y a un truc qui me fait peur dans ce que tu viens de dire, parce que tu parles on va avoir besoin de millions de personnes pour accompagner des centaines de millions de personnes dans le monde, parce qu'il y a des gens qui vont découvrir des choses. Si on revient à ce point-là, parce qu'à un certain moment, dans plusieurs pays, dans mon pays, peut-être en France, peut-être un petit peu partout, tellement le métier est devenu vulgarisé, c'est que il est ouvert à tout le monde. Est-ce que tout le monde pourrait être coach? Comment on peut caster les gens? Alors, Ça, c'est des questions existentielles que je me pose, hein. ouais. Tu vois, Ouais. Fares, c'est très intéressant ta question. Et je vais revenir sur ce que j'évoquais. On aura toujours besoin d'experts et d'expertise et de choses comme ça. Toujours. Et il y aura toujours d'excellents experts. Moi, je fais partie, évidemment, des gens qui ont plus de 50 000 heures d'enseignement. Donc, en termes de PNL, j'ai une réelle expertise. Oui. Mais tu vois, demain, tu peux avoir une jeune femme qui a 17 ans, qui a 17 ans, qui a monté une communauté sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, et qui partage la douleur qu'elle a de la séparation qu'elle vient de subir. Mhm. Et de la manière dont elle va transformer, apprendre, grandir. Et cette jeune femme qui a tout juste 17 ans, elle va être écoutée elle peut être écoutée par des dizaines, des centaines, des milliers de personnes Oui. qui ont 14, qui ont 15, qui ont 16 ans, qui ont 17 ans, mais qui ont aussi 20, 25, 30, 35 ans, parce qu'ils vont être touchés par le message, l'apprentissage, la transformation de ces jeunes femmes. Touché. Touchés et Mais, intéressés à suivre ces jeunes femmes sur les réseaux. Tu comprends ce que je veux dire? mais en termes d'impact, après, en termes de transformation, on va Et s'arrêter uniquement sur un impact émotionnel non, et pas forcément. Quand la on va jeune compatir femme, avec la personne, quoi. oui, mais quand la jeune femme va te raconter qu'elle passe par des moments difficiles et que du coup, ça l'amène à se poser des questions et à grandir, eh bien, tu vas voir que cette personne, à travers son expérience, parce qu'elle met des mots dessus, elle avance, Mhm. elle fait grandir, elle va inspirer des centaines, voire des milliers d'autres jeunes, tu vois. Et elle pourra même derrière ça évoluer. Et si elle se forme et si elle apprend justement à communiquer, etc. Et c'est incroyable la demande des jeunes. Moi, je le vois au niveau de chez nous, Ouais. c'est incroyable. On n'a jamais eu autant de jeunes. Et tu sais, on parlait de millions de personnes. Juste dans mon pays, il y a 60 millions de personnes en France, un peu Ouais. plus. En monde francophonie mondiale, c'est 280 millions de personnes. C'est énorme. Ouais. Eh bien, cette jeune femme, c'est plus seulement les gens de son quartier qu'elle va toucher ou de son pays. Ça peut être très loin. Et elle n'a pas besoin de toucher des milliers de personnes. Elle a juste besoin de toucher des centaines de personnes qui la suivront, qui vont être. Et elle va continuer, elle va évoluer. Et c'est ça qui est très nouveau, tu vois, dans le marché de l'éducation. Et c'est là que je veux dire que
il y a quelque chose d'incroyable qui se passe dans ce monde. C'est la richesse partagée parce qu'on se met dans une dynamique, d'apprentissage, en remettant le focus sur les solutions et en partageant justement une expérience orientée sur des solutions. Et une mère de famille qui a trouvé des solutions pour mieux endormir ses enfants, pour faire pousser, je ne sais pas quoi, des types de fleurs sur son jardin, pour, bref, apprendre à plier des vêtements de manière plus efficace. Mhm. C'est incroyable la diversité qu'il y a. Et là, on rentre dans un monde qui change, qui est un monde éducation qui change, Oui. tu vois. Et ça, c'est formidable. Moi, je voudrais poser une question très personnelle, mais qui m'intéresse, qui intéresse plusieurs de la communauté des coachs qui sont en train de nous suivre actuellement, qui sont en train de commenter en même temps. Tu es arrivé à un certain stade de starification en termes de formateur, coach, de posture, quoi, hein, à Oui. l'échelle nationale et à l'échelle européenne et aussi à l'international. Euh, Par contre, tu continues toujours à faire des talks à un rythme assez soutenu, et je te félicite pour ça, sur des sujets intéressants, tu ramènes des gens intéressants, tu offres des choses gratuitement, et ainsi de suite. Comment tu as pu échapper à l'industrialisation du métier? Alors, d'abord, il y a une chose qui est très importante, Fares, Oui, c'est que je fais les choses parce qu'elles animent mon cœur. J'ai jamais pris une décision pour des raisons d'argent. Tu vois, quand j'étais, je vais donner un exemple, puis après je vais revenir sur des éléments pour compléter. Mais je me souviens quand j'étais à l'époque en entreprise, on est en 95. Ça fait 5 ans que je développe l'entreprise. Ça fait 5 ans que je développe un département de formation autour de la PNL. Et à l'époque, on me paye, en France, on payait 8 000 francs la journée pour des interventions d'entreprise. Et je suis blindé, je travaille dans le monde de l'automobile, Alfa, Romeo, Lancia, Renault, enfin, etc. J'ai un très gros marché. Puis on me sollicite aussi dans bien d'autres entreprises. Et à ce moment-là, je me dis, ce qui m'anime le plus mon cœur, c'est ce que je vis dans les séminaires de développement personnel avec Alain Carroll. C'est-à-dire ces gens qui viennent pour faire de la transformation de vie. C'est là où je prends mon plus gros kiff. Sauf que je gagne beaucoup moins d'argent. Et à un moment donné, je fais une décision, c'est que je décide volontairement d'arrêter ces contrats, de renoncer à des contrats, et c'est des gros tickets quand même, hein, 8 oui, 000 francs à l'époque, c'était énorme, pour prendre le risque d'investir et de développer ce à quoi j'aspire le plus. Tu vois, ça, j'ai fait ça très souvent dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai toujours pris des décisions par cœur, par goût du cœur. Tu vois. Et ce qui donne du sens à ma vie aujourd'hui, c'est de faire des choses qui animent mon cœur. Et moi, ce qui anime, c'est de faire grandir les gens. Donc, dans ma mission de vie aujourd'hui, et c'est vrai depuis le Covid, c'est un gros changement, c'est que je me suis donné comme mission d'utiliser les réseaux sociaux pour sensibiliser. Je le faisais déjà avant par des vidéos gratuites, parce que j'ai toujours mis beaucoup de contenu gratuit sur YouTube et tout ça. Mais là, de vraiment faire une mission qui est de donner, qui est de partager, qui est de mettre en avant des gens qui ont des choses à dire, qui ont des belles histoires à raconter, à partager. Ça fait partie de ma mission. C'est-à-dire que ce n'est pas une mission qui me rapporte de l'argent, c'est une mission de contribution. Mais il se trouve qu'en le faisant, j'attire aussi des gens. Je oui. mets en avant des gens, tu vois. Là, je vais bientôt sortir une application qui va réunir énormément de personnes pour créer cet élan communautaire, pour créer cet élan de mettre en avant des intervenants, etc. Voilà. Et ça, ça me porte. Ça me porte parce que, bon, aujourd'hui, financièrement, ça va très bien. C'est plus... bien sûr que j'ai une entreprise qui se développe. On a besoin, évidemment, de faire gagner de l'argent cette entreprise parce que c'est comme ça qu'on investit et qu'on donne de la croissance. Mais la finalité, ce n'est pas l'argent. La finalité, c'est la contribution. Donc ça, c'est ma première mission. La deuxième, c'est de former. Et la troisième, c'est d'accompagner les professionnels que j'ai formés à devenir de plus en plus grand. Et donc, ça, c'est nouveau, tu vois, depuis le Covid, d'avoir cette qualité de présence régulière sur les réseaux. Alors, certains diront, bah, tu y es un peu trop souvent, d'autres diront, tu n'y es pas assez, d'autres diront, qu'importe. Moi, mon idée, c'est toujours faire ce que le cœur m'anime. Ouais, ça c'est très intéressant parce que on voit que ça devient un peu plus sauvage. Il y a des gens qui sont focalisés plus sur le commercial, il y a des gens qui sont plus sur l'humain, il y a des gens qui se font discrets. Comment trouver vraiment l'équilibre? C'est pour ça que je t'ai posé cette question. Il y a beaucoup de commentaires. Marie me dit merci pour ce partage inspirant sur votre expérience. Comment allier entre la quête de la performance et la dimension humaine au service de l'innovation et de la créativité. Nizar, qui est coach professionnel, te dit c'est le secret des bonnes choses, c'est d'aimer ce qu'on fait, bravo, mais comment motiver les gens à les faire, à le faire plutôt,
dans un contexte difficile? Alors, il y a plusieurs strates pour accompagner des personnes, si tu veux, dans une zone de transition. Je peux le faire très rapidement, mais c'est un peu Oui, comme les maisons. Tu sais qu'on est des êtres vivants, et par définition, dans le vivant, tout ce qui est vivant est en perpétuelle transformation. C'est-à-dire qu'une plante, elle grandit de l'intérieur. Si tu regardes un palmier, il grandit de l'intérieur, il ne cesse d'être dans le renouveau. C'est les cycles. Et dans les cycles, eh bien, on passe par des phases d'automne. C'est-à-dire, c'est des moments où on s'use un peu, on se demande encore pourquoi on fait ça, même si on a beaucoup donné pour ses études, pour son job. Au bout d'un moment, on se tasse un peu, tu vois, la chute de l'énergie. Après, on va passer dans une zone d'hiver, où on est en zone de rétractation. C'est là où on remet en cause, on est dans des doutes, on n'est pas bien, les frustrations apparaissent. Et là, on a plusieurs positions. Soit on part en mode victime, soit on décide de changer. Et décider de changer, ça veut dire se reconnecter à de nouvelles valeurs, réouvrir de nouveaux projets et passer dans des protocoles d'action différentes. C'est-à-dire qu'on va décider de reprendre en main sa santé. Et là, on va passer en zone, par exemple, de printemps. On va décider d'entrer dans des nouveaux rituels, dans des nouvelles habitudes, dans des nouveaux comportements qui sont, eux, axés sur des aspirations, des valeurs et des projets qui sont plus cohérents. Et pour réallumer le cœur, il a besoin de deux choses. Il a besoin de valeurs, il a besoin de projets. Par exemple, si vous êtes là ce soir, vous êtes là parce que ça répond à deux choses. Un, il y a l'idée d'être là, il y a un objectif, tel jour, telle heure, avec Farid, Paul Pironnet en ligne. Et pourquoi je suis là? Parce que cet objectif, il est en phase avec des aspirations. J'ai envie d'écouter, je m'intéresse au développement personnel. Et si vous avez un objectif qui devient plus important là, dans les 20 minutes qui se passent et qui répond à des valeurs plus urgentes, plus importantes pour vous, bah, vous quitterez le live. pour aller faire autre chose. Donc, un être humain, c'est très simple. Sa motivation, elle réside en deux choses qui vont en générer une troisième. Un, c'est un système de valeurs important qui a besoin d'être rehaussé et un objectif ou des objectifs ou un projet qui soit cadré sur ces valeurs. Et quand les valeurs et la vision se connectent, eh bien, il y a l'ambition qui monte. C'est-à-dire, d'un coup, le cœur est animé, il y a de l'énergie qui arrive et j'ai envie de mettre de l'énergie pour. Si, par exemple, mon ambition, c'est de courir le marathon au mois de juin, et que c'est très important pour moi parce qu'il y a tout un système de valeurs que je vais nourrir à travers ça, du coup, cette vision, elle emballe mon cœur. Et du coup, elle va m'entraîner, parce qu'elle va me mettre dans de la motivation, dans une discipline constructive, c'est-à-dire l'envie d'agir de manière inconfortable au départ pour aller chercher un confort plus élevé, qui réponde à la fois des valeurs et priorités. Ça, c'est la magie, en quelque sorte, de l'âme qui agit, c'est-à-dire de la motivation. Ça, c'est la base. Après, il y a des détails, mais en gros, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous, quand il y a des frustrations? Ben, une frustration, elle détecte automatiquement. Si à un moment donné, ça ne va plus très bien dans ta vie, Farid, ben, c'est qu'il y a des frustrations. Et ces frustrations, elles sont là parce que ton système nerveux n'est plus nourri autant qu'avant, ou plus, en tout cas comme tu l'attends, à des choses importantes. Et donc, Eureka, la frustration est là pour nous faire grandir. Donc, les frustrations, parfois, on ne les choisit pas. Ouais. Tu vois, et ben, elles viennent nous bousculer, elles viennent nous secouer. Et pour moi, c'est un acte d'amour de l'univers. C'est intéressant. Donc, le vrai travail, c'est les valeurs. Si on considère un entrepreneur ou un leader qui est en train de vivre cette crise, il y a un travail aussi d'ancrage de mes propres valeurs de leader chez Oui, mes collaborateurs, chez mon équipe, pour pouvoir aller vers le résultat, tout en ayant une certaine conscience qu'on est dans un environnement assez safe, quoi. absolument. Alors, c'est vrai que ça me donne aussi beaucoup de foi. Mm. Parce que je peux, à un moment donné, être confronté à une difficulté. Je parle du cadeau mal emballé. Et pour l'instant, il est très mal emballé parce que je me serais vraiment, je me serais vraiment passé ce problème, tu vois. Mais je me dis, en quoi ça vient me chercher? Je vais te donner un exemple. Tu sais que je développe des formations en ligne pour Oui, toucher un monde très, très important dans le monde. Et évidemment, ça a pris beaucoup d'accélération cette année. Et si tu veux, cette année, j'ai fait un énorme investissement pour tourner pendant le mois de septembre, octobre, novembre et décembre. J'ai investi énormément, des dizaines de milliers d'euros pour retourner un contenu qui existe déjà, mais rehausser le niveau de qualité. Et il se trouve que quand tu fais un lancement, il y a des phases à suivre. Il y a ce qu'on appelle une phase de pré-show, c'est-à-dire qu'on va communiquer beaucoup avec des extraits de séminaires, avec des témoignages, avec des reportages, etc. Donc, j'avais investi énormément et il se trouve que je n'ai pas pu être livré. Je n'ai pas pu être livré en janvier. Donc, je me suis retrouvé dans une situation de crise où je vais démarrer ce qu'on appelle un lancement, mais avec un moteur complètement éteint. J'en avais deux, mais j'avais un moteur complètement éteint et à un moment donné, je me suis même demandé si j'allais le faire ou pas. Bon, on y est allé quand même, mais on y est allé avec un gros moteur éteint. Et
du coup, tu vois, ça m'a vraiment fait travailler cette histoire. Comment aujourd'hui garder une interaction positive, constructive avec mon fournisseur? Parce que moi, c'est des pertes en dizaines de milliers d'euros, hein, un truc comme Oui, ça. Euh, mais je me dis, qu'est-ce que ça vient travailler chez moi, ça? Tu vois, et pas me mettre en mode dévalorisation, mais par contre responsabilité. Et je dis, mais Polo, est-ce que tu te rends compte du nombre de gens qui vivent des crises actuellement? Et qu'est-ce que la vie vient t'aider à travailler dans le monde intérieur, en termes de lâcher prise, en termes d'accueil de situation, pour faire évoluer ton véritable potentiel d'accueil de personnes en crise? Tu vois? Et oui. ça a été intéressant. Et, et c'est ça la vie, c'est ça la croissance, c'est de grandir en permanence. Et pour moi, c'est la chose la plus incroyable qui puisse être, c'est la capacité que nous avons d'interprétation des situations. Et l'idée, c'est de se dire, au fond, comment je peux grandir? Comment, en quoi la vie m'enseigne? Et plus je crois qu'on considère la vie comme un enseignement, plus on a de potentiel de chance et bien, de rebondir et de grandir autour de ça. Et tu sais, quand on regarde en arrière, je pense, moi, je regardais il n'y a pas très longtemps des films sur la dernière guerre mondiale. Oui. Je voyais ces jeunes qui partaient la fleur au fusil pour défendre le pays, dont ils étaient absolument certains, pour certains, de ne pas revenir. Ils ont vécu des crises terribles, terribles. Et ils étaient, pour certains, animés, en tout cas je l'espère, parce que ceux qui étaient animés donnaient un sens à leur vie. Et c'est ça, pour moi, le but. Et je ne dis pas qu'il va y revenir, mais on vit tous des crises. Mais la vraie question, c'est comment je peux réallumer ce réverbère à l'intérieur? Comment je peux rallumer cette situation qui fait que tout d'un coup, il y a quelque chose d'incroyable. Et moi, j'ai vu tellement de transformations et des situations qui sont vraiment très, très dures pour certaines personnes. Mais je vois comment ils ont pu transformer, grandir, et du coup, de faire de ces transformations des ressources incroyables pour aider d'autres personnes par la suite. Voilà. Donc, je ne connais pas l'histoire de chacun et je sais que parfois on est dans la zone d'ombre et dans Oui. la zone d'ombre, on ne voit plus la lumière. Et je crois que s'il y a un message que j'ai envie de donner, c'est vous n'êtes pas tout seul. Trouvez des personnes. C'est incroyable le nombre de personnes qui sont prêtes à vous aider. Mais il faut accepter l'idée et c'est compliqué. C'est compliqué parce que accepter l'idée que c'est grâce aux autres qu'on va grandir, c'est pas en s'isolant ou en rejetant les autres, c'est en construisant avec eux. Mais ça, c'est une démarche qui est contre-intuitive. Et d'ailleurs, vous le verrez, dès qu'on va mal, on a tendance à s'isoler, se dévaloriser, s'isoler. Alors, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Moi, je voudrais poser une question par rapport à une spécialité que tu as, qui est Oui. l'énéagramme. Ah, Il y a la PNL, mais l'énéagramme, à un certain moment, moi, j'étais surpris lorsque j'ai découvert que c'est une philosophie, une science, je ne sais pas comment tu l'appelles, mais tu vas me le dire tout à l'heure, qui a été développée par les soufis. oui, Et à un certain moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire dans le monde du développement personnel? Après, je d'accord. retrouve des entreprises et que l'énéagramme est parti dans le monde de l'entreprise. Mhm. Et là, j'ai compris un petit peu que c'est en relation avec des facettes et du leadership spirituel qu'on a perdu à cause du résultat de la performance de l'objectif, etc. Donc, peux-tu nous parler en quelques minutes de l'énéagramme et c'est quoi vraiment l'impact de l'énéagramme dans notre vie? Comment on peut l'utiliser pour se réinventer, justement? D'accord. Alors, je vais revenir un peu sur l'origine, ce que c'est, et puis après, comment on peut l'utiliser aujourd'hui et Ouais, comment on l'exploite. La première chose, énéagramme, ça veut dire aîné, ça vient de Énéade, et Grammos qui vient de points. C'est un modèle qu'on retrouve sous forme de cercle, ouais, avec effectivement 9 profils de personnalité. Et derrière cette géométrie, il y a des chiffres sacrés, c'est-à-dire il y a toute une philosophie, enfin, il y a toute une, c'est plus qu'une philosophie, il y a des symboles et qui répondent à des lois qui sont d'ordre universel. Les plus vieilles traces qu'on ait de l'énéagramme, ça remonterait à plus de 5000 ans. Et je pense même que c'est plus ancien que ça encore. Ce qui veut dire qu'il y a des lois mathématiques qui rejoignent les lois de la psychologie. Et c'est un d'accord. des modèles, dans tout ce que j'ai vu, et Dieu sait que j'en ai vu beaucoup, où on montre en fait en quoi la psychologie répond à des lois qui sont mathématiques, avec une précision d'horloge suisse. Hein. C'est un truc de dingue. Alors maintenant, faut savoir que dans l'histoire, effectivement, on remonte à l'époque du soufisme, hein, qui est une des branches de l'islam, et où là, l'énéagramme était d'abord beaucoup transmis par voie orale, mais a été présenté comme une voie dite psycho-spirituelle. Psycho parce qu'elle s'intéresse au fonctionnement psychique, représentant notre psyché comme une cartographie en 3D, sur laquelle je vais revenir, et spirituelle parce qu'elle renvoie à deux dimensions. La première, c'est la dimension intérieure,
qui est cet infini intérieur qui va passer par la conscience de qui je suis et de la manière dont je vais évoluer dans mon rapport à l'environnement. Et donc, par conséquent, dans mon rapport à l'environnement, c'est-à-dire par rapport aux autres, environnement immédiat, par rapport à mon passé et par rapport à mon ambition de croissance. Tu vois. Et la spiritualité, pour moi, elle réside dans cette reliance qu'il y a entre le qui je suis et la manière dont je vais être relié au monde passé, au monde futur et au monde ici présent. D'accord? Est-ce qu'il faudrait avoir de la foi pour y croire ou pour Alors, je fais la différence entre la spiritualité et la religion. Ouais. D'accord? La foi, elle existe partout, y compris dans les religions, mais pas seulement. Et les religions sont des voies spirituelles. Pourquoi? Parce qu'elles nous ramènent à la conscience de qui nous sommes, dans notre rapport au monde, et en fonction de la manière dont cette religion est vécue, on sera soit vers la lumière, c'est-à-dire l'ouverture, la bénédiction, l'ouverture aux autres et l'unification, parce qu'à l'origine, la religion s'est fait pour relier. Malheureusement, dans l'histoire humaine, eh bien, on l'a vu, hein, quelles que soient les cultures, quelles que soient les approches, on peut avoir aussi l'opposé, c'est-à-dire qu'on peut avoir la dimension démoniaque, qui est donc basée sur des lois de séparation, de destruction, de culpabilisation et de destruction. D'accord? Et les deux, potentiellement, existent partout. Ça fait partie de la dimension spirituelle. Alors, maintenant, si on replace l'énéagramme, hormis le fait de la religion, hein, je vais jouer juste sur la dimension d'ordre spirituel, telle que je la définis, eh bien, elle nous invite à aller à la rencontre de qui nous sommes, dans tout un ensemble de dimensions. Alors après, l'énéagramme, il y a plein de façons d'exploiter. Moi, la manière dont je travaille avec l'énéagramme, c'est que j'aborde l'énéagramme sous une mode très holistique. C'est-à-dire pour moi, on a toutes les dimensions de l'énéagramme. Donc, il y a 9 dimensions. Hein, pour faire rapide, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a par exemple, il faut imaginer l'énéagramme comme un cercle à la base et ensuite un cône. D'accord? Et autour du cercle, on a des dimensions, des sensibilités qu'on va avoir, qu'on peut retrouver chez toute personne, et plus particulièrement des essences hein, qui font l'essence même de la personne, sa sensibilité. Par exemple, il y a des gens qui sont très attachés à la forme, tu vois, au bien faire. Il y a des gens qui sont très attachés au lien, au fait de servir. Il y a des gens qui sont très attachés au succès, au besoin de réussir. Des gens qui sont très attachés à l'expression de leur sensibilité, qu'on appelle des artistes et qui ont besoin d'exister à travers leurs différences. Il y a des gens qui ont besoin de comprendre le monde, de l'analyser et de transmettre, hein, ce qu'on appelle les penseurs. Il y a des gens qui ont besoin d'agir ensemble. Ils sont très portés par la notion de groupe, tu vois, d'alliance commune, on appelle les loyalistes. Il y a les épicuriens, qu'on appelle des gens qui ont besoin de profiter de la vie, qui sont très au contact de leurs besoins, ils aiment partager ce plaisir. Et puis après, on a le 8, qui est donc le leader, soit un leader dominant, soit un leader inspirant. Et puis enfin, on a le 9, qu'on appelle le médiateur. Et donc, on a tous ces potentiels en nous. Et ce que nous offre l'énéagramme, c'est une espèce de cartographie 3D, dans lequel, en fait, dans ce cône, il n'y a pas de bon et de mauvais profil, mais tous les profils vont être soit vont monter vers le haut, ce qu'on appellera l'intégration, soit la désintégration. L'intégration, c'est-à-dire que je rentre de plus en plus dans une dimension d'éveil dans le qui je suis et dans l'amour que je me reconnais, et en même temps en capacité d'interagir d'une manière harmonieuse avec l'environnement, quel qu'il soit. C'est-à-dire qu'au niveau le plus haut, qu'on va appeler le niveau sain, ou le niveau moyen ou le niveau malsain, il y a 9 niveaux qu'on divise en 3 grandes parties. Et dans le niveau sain, pour faire simple, eh bien, je m'accepte pleinement et inconditionnellement comme je suis, et j'accepte pleinement et inconditionnellement tout ce qui se présente. Pourquoi? Parce que je suis dans une phase harmonieuse. Harmonieuse, ça ne veut pas dire que tout est beau et gentil, ça veut dire que je grandis avec quelque chose qui se présente. D'accord? Oui. Si je suis à un niveau moyen, c'est là où la plupart de nos peurs vont se manifester, elles font partie de nous, et on a aussi ces dimensions-là. Eh bien, je vais croire, par exemple, qu'il faut que je sois parfait pour être quelqu'un de bien à tes yeux. Je vais croire qu'il faut absolument que je t'aide parce que sinon je ne serai pas aimé. Il va croire que je réussis dans la vie parce que sinon je n'ai pas de valeur. Je vais croire que je dois être absolument différent parce qu'il faut que je comprenne les choses, il faut que je sois agir et que je me sente en lien avec le groupe, tu vois, pour pouvoir être reconnu. Il faut que je sois dans le plaisir immédiat, sinon ma vie n'est pas épanouie. Il faut que je sois dans le pouvoir, au contraire, l'inspiration pour me sentir… voilà. Donc on va voir que quels que soient les profils, eh bien, l'énéagramme nous révèle, nous éveille en fait à des zones. Alors, l'idée, ce n'est pas d'enfermer les gens dans les profils, c'est justement de les aider à en sortir. Pourquoi? Parce que dans leur insécurité, nous nous enfermons dans des prisons d'ordre psychologique et qui font croire que pour être heureux, il faut par exemple que je sois performant. Pour être heureux, il faut absolument que je dise oui à tous les besoins des gens qui m'entourent, mes enfants, mon mari et tout ça. Et donc, du coup, on va voir comment des gens perdent leur vie
à vouloir exister aux yeux des Mm. autres. Et du coup, c'est extrêmement libérant pour des personnes de comprendre ces processus, et puis pas seulement de les comprendre, mais après de travailler sur leur évolution en termes de ressenti à l'égard d'eux-mêmes et des autres, et puis enfin d'intégrer des stratégies qui soient plus libérantes pour eux et pour les autres. Et c'est comme ça qu'ils vont intégrer le meilleur des profils. Donc il y a tout un ensemble de choses, et c'est pour ça que l'énagramme me passionne, et c'est très complémentaire évidemment avec l'énagramme. Pour moi, pour faire court, hein, pour finir là-dessus, c'est autant la PNL, on est dans des processus, comment Ouais. définir un objectif, comment mieux communiquer, comment renforcer un état ressource de confiance, de ceci, de cela, comment aller chercher, identifier des systèmes de croyances limitants et les transformer. Autant dans l'énéagramme, on est cette fois-ci dans une cartographie, un peu comme un marin à qui on dit tout d'un coup, tu sais, il y a des cartes, et regarde, si on met un plan, on voit que tu es ici, tu veux aller là-bas, regarde les courants qui sont ici, et voilà comment tu peux aujourd'hui orienter tes voiles en fonction des courants qui présentent, tu vois, ou des vents qui se présentent. Et c'est ça, en fait, c'est pour ça que je travaille beaucoup avec les deux dimensions. Euh, on a deux questions très rapides. Asma dit, l'énéagramme serait-il le meilleur outil de connaissance de soi ou de profiling? Deuxième question de la part de Dalila, elle dit, quelle signification tu donnes à l'ordre des profils de 1 à 9? Pourquoi c'est de 1 à 9? Il y a un ordre, il y a une préférence, il y a quoi? Alors, je vais commencer par la première question. Oui, J'ai beaucoup de mal à mettre en concurrence les approches. Pourquoi? Parce qu'elles ont toutes, quelles qu'elles soient, c'est un peu comme les religions, c'est bien qu'il y ait de la diversité. ouais, Moi, je peux dire pourquoi j'ai accroché avec l'énéagramme. J'ai vu énormément de modèles. Il en existe d'excellents. Moi, j'ai aimé l'énéagramme parce qu'il y a une dimension à la fois symbolique, émotionnelle. Et puis, il y a des lois que je trouve tellement fascinantes que je n'ai pas retrouvées dans d'autres modèles. d'accord. Donc, j'aime l'énéagramme. Je me sens bien avec et ça m'a tellement aidé et transformé que voilà, j'aime l'énéagramme et j'aime en parler, j'aime le partager, etc. Maintenant, il y a plein de voies qui sont super. Et je ne vais pas me former, même si je me suis ouvert à beaucoup de choses, voilà, parce que c'est la voie que j'ai choisie. Et voilà, certains, c'est la danse, d'autres, c'est le sport, l'autre, c'est les sports de combat, l'autre, c'est la poterie. Enfin, toutes les voies sont royales et il n'y a pas de meilleur. Il y a la vraie question au départ, c'est plutôt de s'ouvrir et d'aller vers là où le cœur vous dit. Et puis, ce qui va se passer aussi, c'est qu'en fonction des gens que vous allez rencontrer, des expériences que vous allez vivre, vous allez aimer ou pas aimer une approche, en gros. Alors ça, c'est le premier point pour répondre par rapport à l'énéagramme. Maintenant, l'autre question, on va revenir dessus pour ceux qui viennent d'arriver. De A à 9, en fait, pourquoi il y a cette... c'est quoi la Alors, signification de A à 9? il y a beaucoup de choses. Le 1, c'est la structure. Donc, on commence par le 1 parce que, par exemple, pour exister, si je veux vous faire évoluer, je vais vous aider à prendre conscience qu'il y a une forme qui est là. Qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous ressentez, etc. Ensuite, je vais vous amener dans la dimension 2, c'est-à-dire être à l'écoute profondément de ce que cette forme révèle comme besoin, comme attente, comme envie. Et puis enfin, connecter aux valeurs et à l'envie en termes de projet ou d'objectifs, de valeurs ou d'objectifs, vous allez connecter à cette ressource, à ce feu intérieur. Je vais dire, dans la zone 3, c'est au fond, est-ce que vous êtes prêt à mettre l'énergie, le temps et l'action, tu vois? Après, on va rentrer dans le 4, c'est-à-dire c'est au fond comment cette action va se révéler, quelle forme elle va prendre. Ça, c'est le côté créatif, c'est le côté, c'est votre dimension unique au monde, c'est votre dimension artistique. Et Oui, puis, quand vous allez, là, on va passer dans l'autre côté de l'énéagramme, on va arriver au 5, c'est la capacité à prendre du recul, à analyser vous, les autres, l'environnement, pour finalement grandir dans une action collective, c'est-à-dire une action qui prenne en compte l'environnement. C'est-à-dire, j'agis, je prends en compte la réaction, je m'adapte, je tire un feedback et je continue à grandir, tu vois. Et ensuite, on va arriver à la dimension 7, c'est le moment où je vais rentrer dans la satisfaction, je vais apprendre à célébrer les choses. Et grâce à cette satisfaction, je vais prendre conscience de ma force et de mon pouvoir, qui est la dimension 8. Et enfin, pour continuer à grandir, je vais grandir grâce aux différences de ce monde, c'est-à-dire je vais apprendre à m'harmoniser avec des situations qui sont là pour m'aider à grandir. Donc, on voit que déjà, tu vois, dans la boucle, alors si on prenait par exemple la Gestalt, qui oui. est une autre approche que j'ai travaillée, dans l'histoire, il n'y avait pas de lien, mais moi, je vous fais des liens très évidents dans le cycle de la Gestalt, qui est un cycle de satisfaction de besoin. On retrouve les 7 étapes qu'on a déjà dans l'énagramme avec le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, au 7. Après, ça s'arrête là. Par contre, on sait très bien que le plaisir, chez tout individu, va développer la conscience, au fond, la confiance, c'est-à-dire la capacité à agir, soit de manière dominante, soit de manière inspirante. Un leader dominant, c'est quelqu'un qui veut imposer sa loi au niveau des autres. Un leader inspirant, c'est quelqu'un qui vous inspire par l'intégration d'une loi, dit autrement d'une discipline, qui semble l'amener vers la réussite. Et donc, du coup, j'ai envie de faire comme lui. Et c'est comme ça que je vais ensuite, en tant que 8, leader, continuer à grandir
en me confrontant à des différences. C'est dans cette dimension 9, du coup, que je vais m'harmoniser. Donc, tout ça, c'est pour donner des dimensions que je trouve tellement révélatrices de Ouais. principes de réussite que ça me passionne complètement. Tu sais, Paul, le temps s'est écoulé d'une rapidité incroyable. Incroyable. Moi, ce soir, j'ai réalisé, moi, Fares, j'ai réalisé un rêve parce que tu es l'un de mes mentors, mais indirect. Je te suivais en différé, quoi, ou en live, mais je ne pouvais pas interagir avec toi. Je suis très content de t'avoir reçu dans ce talk. C'était très inspirant. Merci à tous et à toutes pour vos commentaires, pour les questions, etc. Probablement, on va y revenir en différé. Malheureusement, on ne peut pas passer toutes les questions, mais merci infiniment à tous les coachs, les formateurs et les leaders qui étaient avec moi et avec nous ce soir. Paul, merci infiniment. Merci pour ton humilité, le partage, le sens du partage. Je pense qu'on apprend indirectement aussi de toi, de ton attitude, de ta posture, de ta façon de faire. C'est très inspirant, du moins pour moi en tant que formateur coach. Je te donne le dernier mot, mon ami. Eh bien, profitez de ces situations de changement pour aller vous chercher sur vraiment ce qui vous fait briller, en fait, qui vous donne envie d'avancer. Écoutez cette voix intérieure qui vous aspire à grandir. Et comme je sais que vous êtes déjà nombreux à le faire, je voudrais vous remercier d'abord pour votre présence. Je voudrais vous remercier aussi pour ce que vous allez continuer de faire pour grandir, que ce soit avec la PNL ou quelles que soient les approches, parce que derrière, je voudrais, grâce au fait que vous allez grandir, vous écouter, je voudrais vous remercier aussi pour tout ce que vous allez faire de bon à travers ce que vous allez partager avec vos proches et vos moins proches. Voilà. Merci à toi Merci. de ta contribution. C'est un grand plaisir, Paul. En tout cas, merci à tous et à toutes. Vous allez retrouver cette vidéo sur la chaîne YouTube Fares Bensuila. Je vous donne rendez-vous bientôt. Je reçois l'un des grands auteurs français, Michel Moati, un très très grand journaliste et l'un des rois des polars thrillers français. Il sera mon invité le 25 avril. Et il y aura d'autres surprises parce que probablement il y aura Ken Blanchard, il y aura Daniel Goleman, il y aura plusieurs personnes intéressantes du monde du développement personnel bientôt sur cette chaîne, sur Mentors Institute. Merci beaucoup, bonne soirée, bon courage Paul et je te vois bientôt. Merci infiniment. Bye bye.